Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le cercle des chroniqueurs, que vous soyez ici ou là-bas. Nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute. Au programme aujourd'hui, nous vous proposons un condensé d'actualités percutantes. Nous parlerons art, expo à ne pas manquer, littérature suivie de sport et musique. Valérie Beau nous embarquera dans un voyage à Nouméa à la rencontre d'un artiste queer. Avec Nicolas Rividis, ce sera bien sûr le plus de l'actu. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Brahim et bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs. Ce soir, dans le plus de l'actu, quand j'étais petit et que je faisais systématiquement le contraire de ce qui était attendu, ma mère me disait « Mimoun », c'était mon surnom, « arrête de faire le mariole ». J'ai envie de dire la même chose à Mélenchon. Merci Mimoun. Bon, on va t'appeler Mimoun maintenant au lieu de Nicolas. Pourquoi pas. Très bien. Culturez-vous avec Jean-François Kervizik. Bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Mais Mimoun, il n'y avait pas un sportif qui s'appelait Benjamin Mimoun, non? Alain Mimoun, c'est un... D'ailleurs, il y a une ressemblance avec Alain. C'était quelqu'un qui faisait de la boxe, je crois, non? Ou non, de l'athlé. Oui, l'athlétisme. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. Bien, ce soir, je ne parlerai pas d'athlétisme, mais je vais parler peinture avec l'expo de Marc consacrée à Marc Roscoe à la Fondation Vuitton et le livre très attendu de Patrick Modiano qui s'appelle La danseuse et qui vient de paraître. La danseuse. Merci Jean-François. Une nouvelle voix parmi nous, Samuel. Bonjour. Mesberg. C'est ça, exactement. Bonsoir, Mesberg. Bienvenue parmi nous. Alors, qui viendra ajouter sa chronique sportive au rendez-vous dans Au-delà du score. Exactement. Dis-nous un peu de quoi il s'agit avant de nous parler du thème de ce soir. Au-delà du score, je vais vous parler de sport, mais pas avec ce qui se passe forcément sur le terrain, mais des événements un peu plus globaux en dehors de ce qui se passe au-delà du score, justement. Ouais, effectivement. Ça va être aussi passionnant avec toi. Et ce soir, il s'agit de football. De football et de homosexualité dans le football, homophobie surtout dans le football. Ouais. Récemment, il y a eu un événement qui s'est passé au Parc des Princes, on va en parler tout à l'heure. Qui date un peu, mais bon. Qui date d'un petit mois. Et je suis un peu surpris parce que de l'homophobie dans le football. Ouais, ça existe. Extrêmement surprenant. Je sais pas. On me dit rien. Pas. Heureusement qu'on vient dans l'émission pour s'informer. Effectivement. Ils vont nous en dire un peu plus parce que les spécialistes que je vais faire intervenir tout de suite, ils sont footeux et passionnés de foot. Ils ratent pas un match à la télévision avec leur petite bière et des chips. Enfin, donc ce sont bien sûr nos talentueux réalisateurs Nathan Hilero et Anatole Macha qui nous ont préparé une sélection musicale portant les sons de la fierté. Bonsoir Anatole. Bonsoir Brahim. Donc je reviens de mon Covid pour vous parler de la DJ trance Lotic. Nathan? Eh bien moi, quant à moi déjà, je vais vous parler d'un monument de la musique brésilienne, l'immense et le grand talent qui est Gilberto Gil. Ah ouais. Et quand tu dis brésilienne, pourquoi tu me fixes des yeux? Je ne te fixe pas des yeux, c'est juste pour pouvoir, justement, quand tu parles normalement à un auditoire, il faut que tu fixes l'attention de tes auditeurs. Et c'est normal de me regarder quand tu t'exprimes, puisque j'anime l'émission. Merci. Tout à fait. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on démarre avec le plus de l'actu ce soir, Nicolas. Un appel à la raison envoyé à Jean-Luc Mélenchon et à LFI. Tu es vraiment déçu ce soir, tu vas tout nous dire. Bon, déçu, non, tu sais, à mon âge, on n'est plus déçu par grand-chose. Oui, Brahim, mais parce que pour être honnête et direct, je ne supporte plus le merdier idéologique qui phagocyte aujourd'hui le débat dans les rangs de la gauche. Débat animé avec un certain talent, il faut le reconnaître, par LFI, qui tient désormais le rôle de leader de la gauche étendue, plurielle, appelons-la comme on veut, comme en atteste son score élevé lors de la dernière élection présidentielle et un succès certain, malgré tout, aux dernières législatives, puisque la NUPES a quand même, alliance créée sous l'impulsion de LFI, a quand même privé Macron de la majorité absolue qu'il convoitait. Bref, sur le papier, le leadership sur la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pourtant pas élu, est difficile à contredire, surtout quand ses concurrents principaux plafonnent à des scores à un chiffre et plutôt faibles. Pour rappel, 4,63% pour les écologistes, 2,28% pour le PCF, 1,74% pour le PS. Mais voilà, un score électoral honorable doit-il se substituer au débat tout aussi légitime qui doit habiter nos organisations militantes et politiques? La réponse est évidemment non.
Il y a pourtant un débat médiatique très présent autour de LFI et de leurs idées, Nicolas. Oui, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs, Brahim. Il serait légitime d'attendre de la part d'une alliance parlementaire que les thématiques soient débattues en interne pour présenter un front unifié devant le public. C'est aussi l'assurance d'avoir une réelle force contradictoire. Or, ici, c'est tout l'inverse. La sainte parole arrive en ligne directe du grand timonier Mélenchon. Ses apôtres au calibre intellectuel discutable enchaînent ensuite les éléments de langage maladroits pour tenter de justifier une idéologie qui a dû séquestrer la raison dans un sous-sol humide pour qu'elle en soit à ce point dépourvue. Il n'était pas nécessaire de tacler Macron à raison avec sa gouvernance verticale servie par des imbéciles trop contents d'être à des postes inespérés pour faire exactement la même chose de l'autre côté de l'hémicycle. Car le système Mélenchon est parfaitement huilé et inspiré par l'histoire millénaire de la stratégie politique. D'abord parce qu'il repose sur des élus majoritairement incultes. Désolé, Macron fait à peu près la même chose. En effet, à l'opposé des mouvements politiques de masse, sous-entendu les masses ouvrières, les mouvements citoyens font un peu du McDo. Venez comme vous êtes. On a besoin de mains, donc on ne sera pas très regardant sur ce qui arrive. Mieux, nous risquons de faire des scores importants aux élections. Il n'est donc pas impossible que, contre toute attente, vous soyez élus. Deux arguments qui drainent à peu près n'importe qui dans ces partis protéiformes et très rassembleurs, dont les contours idéologiques sont conséquemment fluctuants. La balance à cette instabilité réside dans l'autre pilier du système Mélenchon, à savoir la conflictualisation tous azimuts, comme il s'en revendique, de façon à s'en servir comme levier révolutionnaire. En réalité, il n'y a pas ou plus de programme. Le programme est en temps réel l'opposé du programme d'en face. Et comme Macron n'a pas davantage de programme, il n'est pas très difficile de visualiser le bordel incroyable dans lequel nous nous trouvons actuellement. Exemple assez parlant, au début de la première crise Covid, le gouvernement traîne dans l'instauration du confinement. LFI exige un confinement comme nos voisins européens. Le confinement arrive, LFI demande sa fin car on ne peut pas maintenir les Français enfermés. Le confinement est levé, immédiatement LFI demande son rétablissement en prévision de la rentrée de septembre car sa levée serait prématurée. Et devinez quoi, dès son rétablissement, rejet à nouveau du confinement et ainsi de suite. De façon concomitante viennent aussi les questions du masque et du vaccin qui suivent le même cheminement idéologique pour, quand le gouvernement temporise, contre une fois qu'ils sont disponibles. La conflictualisation comme cœur de l'action a trouvé plus récemment un écho particulier car en l'espace d'à peine 2 mois, LFI a fait son beurre sur Médine, puis sur la abaya, puis sur l'ambassadeur de France au Niger, alors qu'il devait partir alors que Macron lui avait dit de rester. Il aurait évidemment dû rester si Macron lui avait demandé de partir. Puis sur les punaises de lit et depuis début octobre sur l'incapacité à qualifier de terroriste Hamas et ses actions. Sur ce dernier point, il faut ajouter qu'en plus d'une déclaration abjecte, vient l'argument tout aussi claqué qui consiste à s'investir de l'autorité du tribunal pénal international en ce qui concerne la qualification des crimes qui pourraient être imputés à Hamas comme à Israël et comme si la justice internationale avait quoi que ce soit à foutre des avis de LFI. Alors, c'est un processus de rejet permanent, de positionnement en contre, qui épuise littéralement l'exercice démocratique. On pourrait penser cela paradoxal venant d'un parti qui annonce pourtant vouloir renouer avec la démocratie participative et ambitionne à son arrivée au pouvoir d'organiser une assemblée constituante pour inaugurer une 6e République, alors en laissant le flou, bien évidemment, sur ce qu'elle pourrait être, beaucoup moins démocratique, peut-être, par exemple. Toujours est-il que LFI est dans une logique de saturation de l'espace médiatique et de montée en tension permanente pour obtenir des conditions pré-révolutionnaires. La révolution par les urnes de Mélenchon, c'est surtout la révolution par l'abstention. Ne pouvant que constater le chaos ambiant, les électeuristes lambda désabusés ne votent plus et la parole revient aux radicaux de tous bords. Il faut donc d'urgence une respiration. Et alors justement, quelle peut-elle être? Dis-nous tout, Nicolas. Eh bien, je le disais plus haut, entre la bêtise abyssale des élus et la conflictualisation outrancière brandie comme des oriflammes de la nouvelle politique populaire, le fond des questions a complètement disparu. Les sujets traités sont pensés pour être compatibles avec les réseaux sociaux et clivent au même titre que d'autres millions de posts sur X ou Facebook. Et je mets de côté même les alternatives comme Signal ou Telegram sur lesquelles s'organise un bon nombre de combats également. Falsification, approximation, renvoi à l'extrême droite font désormais partie du Jean-Luc Mélenchon fanbase starter pack. Peu importe les faits, c'est ce que l'on en dit pour convaincre tel ou tel qui compte. Par exemple, pensant rallier à elle les classes populaires et les habitants des zones urbaines sensibles, LFI n'hésite pas à essentialiser tout le monde, comme si toutes et tous étaient naturellement en faveur de Médine, de la abaya ou de la lutte pro-palestinienne. Il flatte en mettant tout le monde dans le même sac. C'est ainsi qu'ensuite, il se revendique de la voix de la France. Mélenchon paraît de plus en plus gaullien et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourtant, si l'on prend un peu de hauteur, l'essence de LFI demeure profondément ancrée à gauche, comme celle du PS
les écologistes ont un historique un peu plus agrégatif, façon McDo d'ailleurs, pour eux c'est un comble. Et en réalité, les conditions d'un programme politique commun ne sont pas si éloignées. Mais pour cela, il faut 3 choses. Une volonté humble dans l'union, la capacité à s'unir fortement sur des points d'accord et l'engagement de taire les dissensions sur le reste, et donc à reconnaître que le désaccord n'est pas la traîtrise. Et enfin, j'allais le dire surtout, que Jean-Luc Mélenchon arrête de faire le mariole. Le mariole, Nicolas ? Oui, faire le mariole, c'est faire son intéressant. Dire non quand tout le monde dit oui, dire oui quand tout le monde dit non. C'est Pierre Dac qui déclarait « Je suis pour tout ce qui est contre ». Mais c'était un humoriste. Il est assez triste finalement que d'aucuns se soient dit qu'il s'agissait là d'un modèle idéologique viable. Ce n'est pas un échec d'être d'accord avec d'autres personnes, fussent-elles d'un autre bord politique. Aujourd'hui, Mélenchon et ses affidés refusent catégoriquement les points de convergence. Ils se fantasment en cavalières et cavaliers solitaires, en oubliant que les archers à l'arrière sont irremplaçables pour protéger la tête de l'attaque et que les fantassins le sont tout aussi lorsqu'il faut asseoir la victoire. LFI est un poulet sans tête, téléguidé par Mélenchon depuis un institut fantôme, et ses partenaires n'ont plus du tout envie d'être embarqués dans sa course erratique. Et le plus de l'actu, Nicolas. C'est quoi être de gauche, Brahim ? C'est défendre l'émancipation sociale, Naturellement. c'est défendre le progrès humain, la paix entre les peuples découlant d'égards mutuels plutôt que dans l'imposition d'une culture. Être de gauche, c'est aussi porter certains universalismes comme les droits humains qui sont évidemment incompatibles par nature avec les régimes autoritaires ou les situations d'emprise organisées par des groupes distribués sporadiquement dans certaines zones sensibles. Être de gauche, c'est aussi défendre l'idée que les individus transcendent leur culture et leur bagage et que la chaîne solidaire qui elle forme est d'une solidité à toute épreuve. Étrangement, dans ce que fait Mélenchon, il n'y a rien de tout ça. Il y a même tout l'inverse, servi par de grands discours fleuves, paraphilosophiques et hypnotiques. Cela s'est déjà vu ailleurs. Alors la liberté s'entend dans le respect du dogme insoumis, l'égalité stricte est remplacée par l'égalité des possibles, et la fraternité se délite du fait du démembrement des deux premières. Il est urgent de nous reprendre car les temps à venir ne sont guère enthousiasmants, et les sirènes de la bête immonde grondent à nouveau. À nous de faire en sorte que cet écho encore assez lointain ne tonne jamais à nos oreilles, car ce jour-là, il sera trop tard. Jean-Luc, vraiment, arrête de faire le mariole. Oui, arrête de faire le mariole, mais tout le monde comprend que Mélenchon a décidé de détruire le parti LFI, de détruire la gauche, et comme il n'est pas visible, il n'a aucun poste, d'élu. Le problème de Mélenchon aujourd'hui, c'est finalement, sans lui, rien ne se fera. Donc je détruis tout, donc je la ramène. Et ce qui n'est pas sympa avec tous ses collaborateurs qui ont jusqu'à maintenant bossé avec lui, finalement, il leur laisse rien sur le champ. Et le problème, c'est qu'on les entend pas. Ils sont souvent assez muets. Ils devraient taper le poing sur la table. Finalement, écoute, laisse-nous tranquilles. Quand on les entend, il y en a certains qui prennent la parole. Je pense notamment à Clémentine Autain, qui n'est pas forcément toujours en accord. Il y a également Raquel Garrido, qui... depuis quelque temps, et Alexis Corbière, son mari, qui depuis quelque temps avance. Oui, c'est ça, oui, mais la réponse, elle est très simple, on leur fait fermer leur gueule, c'est-à-dire que vous noterez bien que dans l'échantillonnage de LFI qui sont présents médiatiquement, on voit beaucoup Mathilde Panot, on commence à voir de plus en plus Adrien Quatennens, on voit quelques autres. Les voix dissidentes, en fait, sont réduites au silence de façon assez efficace. Jean-François ? Pour quelqu'un qui n'aime pas du tout les communistes, je parle de Jean-Luc Mélenchon, qui fustige Fabien Roussel, on a le sentiment qu'il est très stalinien quand même. Oui. Non, mais après, je pense qu'il n'y a pas de surprise quant à la tournure actuelle que prend LFI. Et c'était une tournure qui ne pouvait être prise, effectivement, qu'avec une certaine assise électorale. Et ils ont obtenu cette assise électorale en grande majorité lors des dernières élections législatives. Oui. Le PS et les écologistes sont anecdotiques par rapport, en termes de nombre de sièges par rapport à ce qu'a obtenu LFI. Donc maintenant qu'effectivement il y a cette assise-là et cette puissance, là effectivement on peut rentrer sur quelque chose. Mais il n'y a jamais eu, les inspirations de Jean-Luc Mélenchon sont les inspirations des révolutionnaires différents d'Amérique du Sud. Voilà, c'est d'eux qui s'inspirent. Jean-François. Quand j'entends l'excellente chronique de Nicolas, c'est très vrai. En plus, je pense au mot de Pierre Desproges qui disait c'est quand même vachement dur d'être de gauche aujourd'hui, surtout quand on n'est pas de droite. Et je trouve ça vraiment génial. Ça résume assez bien, en fait. Oui. Jean-Luc Mélenchon avait dit
À la fin de son discours, après le premier tour des élections présidentielles, avoue. Donc on s'imaginait qu'il allait peut-être se mettre en retrait de ce parti, et finalement pas du tout. Alors qu'il milite pour la retraite à 60 ans. Ouais, Je trouve que... Et d'autant qu'ils avaient toutes les cartes en main l'année dernière en investissant l'Assemblée. C'est vraiment dommage. Ouais, Il y a quand même un immense gâchis, pour être un peu sérieux là-dessus. Il y a un immense gâchis qui est aussi par l'affaire rapport à Adrien ça. Quatennens. Ouais. Absolument, qui n'a pas arrangé les choses. Ouais. À gauche, qui sort vainqueur de tout ça? Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va sortir? Mais personne ne sort vainqueur. Ouais. En fait, la gauche est le bord politique qui est le plus programmatique de tout l'échiquier politique français. La gauche ne tient que par la programmatique et le programme. C'est pas pour rien d'ailleurs que y a des rappels systématiques qui sont faits au programme de la résistance, les jours heureux par exemple, qui était le slogan de campagne de Roussel au PCF, etc. Je veux dire, la gauche est profondément programmatique. Si on retire la possibilité programmatique de la gauche et de la gauche unifiée, la gauche n'existe plus. Donc en fait, on va se retrouver avec des espèces de micro-fragments de gens qui sont d'accord à 95%, mais qui sont infoutus de s'accorder sur les 95%. On peut noter, il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout en fait. On peut considérer, et l'idée ce serait que LFI, le PS, les Verts se réunissent, enfin les écologistes, ils ont changé de nom maintenant depuis peu, se réunissent et voilà, moi j'ai 3 trucs sur lesquels je suis intransigeant. J'ai 3 trucs sur lesquels je suis intransigeant, j'ai 3 trucs sur lesquels je suis intransigeant. J'ai 3 trucs sur lesquels je veux bien négocier, etc. pour tout le monde. Et la discussion, elle se fait sur cette base-là. Et à un moment, en fait, si le frein à l'union, c'est par exemple la position de LFI sur l'Union européenne, eh bien, on met de côté la position de LFI sur l'Union européenne, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on va avoir, à force, des programmes politiques, enfin, de non-programmes politiques, mais des représentants politiques qu'on ne veut pas du tout. Donc, il ne faut pas oublier que dans l'histoire, les dictatures d'extrême droite, racistes, antisémites, se sont instituées sur la désunion de la gauche. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, puisque les communistes ont refusé de voter contre les nazis parce que ça aurait été avec les socialistes ou de l'époque. En France, il s'est passé exactement la même chose pour l'accession au pouvoir de Pétain. Donc, à un moment, on ne peut pas reproduire l'histoire tout le temps, mais on peut aussi l'écouter et se dire que, voilà, il y a un moment, on gère ce qui nous tient. Et on verra les désaccords plus tard, quand on aura gagné. Là, éventuellement, on pourra parler des désaccords. Jean-François, pour finir. Oui, mais le problème, c'est qu'on oublie très très vite les leçons de l'histoire, même si elle est assez proche, parce que la Seconde Guerre mondiale est quand même encore très proche. Brahim l'a bien connu. Oui, bien sûr. Ouais. Encore une fois, il rappelle que je ne suis pas de son âge, mais il a raison. et que finalement, il faudrait peut-être y voir un petit peu de plus près. Comme tu dis, les leçons de l'histoire sont toujours là. Et il y a une petite phrase aussi, je fais pas mal de citations ce soir. Je crois que c'était Jean Ferrat qui disait que le sang sèche très vite en entrant dans l'histoire. Et c'est très vrai. Et là, Nicolas, pour finir, vraiment... la voie est libre pour le Rassemblement national et les partis de droite classiques. Non, il n'y a pas de fatalité en fait. On n'est pas en train là de parler de la voie. Non, la voie ne doit pas être libre en fait. C'est même pas une opportunité en fait. Il faut arrêter de penser qu'il y a une opportunité Front National. Il n'y a pas d'opportunité Front National dans ce pays. Il ne doit pas y avoir d'opportunité Front National dans ce pays. Et pour qu'il n'y ait pas d'opportunité Front National dans ce pays, il y a 2 choses à faire. La première, c'est d'arrêter de le dire. Donc il n'y a pas d'opportunité politique pour le Front National dans ce pays. Et la deuxième, c'est d'avoir un programme de gauche solide pour rassembler et faire en sorte que les prochaines élections, ce soit nous qui les gagnions. Je viens de recevoir un SMS de Mélenchon qui me dit « Merde, des zut, j'aurais dû prendre Nicolas Rividy comme conseiller. » Tu es toujours favorable pour le soutenir et le sortir de là où il est? Ah, mais moi je suis ouvert pour travailler avec, dans l'union et avec sérieux, avec quiconque. Faut qu'il te laisse la parole. Bah, c'est mieux. Et dernière chose, on a plein d'appels téléphoniques et des SMS un peu partout qui nous demandent Nicolas Rividy, est-ce qu'il est de gauche ou de droite? On n'a pas compris. Non, vous aurez bien sûr compris. A priori, avec ce que je viens de dire, d'extrême droite. Qu'est-ce que tu veux? On va survivre. Hein. Merci Nicolas, c'était très bien. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et là, pour nous divertir, Nathan Hilero, ta chronique musique. Tout à fait. Et donc, du coup, ce que je disais,
c'est que ce soir, je vais vous présenter peut-être un des plus grands artistes, si ce n'est pour moi le plus grand artiste brésilien qui était actuellement dans la musique brésilienne et qui a représenté en tout cas, musicalement parlant, mais pas que, le Brésil. Dans le vaste panorama de la musique brésilienne, Gilberto Gil se distingue comme l'une des figures les plus importantes et les plus influentes. Sa carrière légendaire, son engagement social, son héritage musical sont des éléments qui témoignent de son statut véritable maître de la musique tropicale. Né en 1942 à Salvador de Bahia, au Brésil, Gilberto Gil a grandi imprégné de la riche tradition musicale de son pays natal. La samba, la bossa nova, le forró, le tropicalisme et la musique africaine ont été des influences marquantes sur son parcours musical. Il a su fusionner sur ces éléments pour créer un son unique qui a transcendé les frontières culturelles. Dans les années 60, aux côtés de Caetano Veloso, Gilberto Gil a été un acteur clé du mouvement Tropicalia, un courant culturel et musical qui a secoué le Brésil. Le Tropicalia était une révolution artistique, mêlant musique, art visuel, littérature et politique dans une fusion audacieuse de la culture populaire brésilienne et des influences étrangères. Cette période a vu naître des chefs-d'œuvre tels que Tropicalia, O Panis e Circenses, un album qui reste une référence dans l'histoire de la musique brésilienne. Gilberto Gil est bien plus qu'un musicien. Il est aussi un citoyen engagé et un activiste pour les droits de l'homme, l'environnement et la justice sociale. Pendant des années sombres de la dictature militaire au Brésil, il a été emprisonné et forcé à l'exil. Cette épreuve n'a fait que renforcer sa détermination à lutter pour un monde meilleur. Après son retour au Brésil, il a servi en tant que ministre de la Culture, utilisant sa position pour promouvoir les arts et la culture brésilienne. Gilberto Gil a également fait un discours devant les Nations Unies en 1985 avec la lutte contre le racisme, c'était SOS Racisme, et il a d'ailleurs écrit la seule chanson en français de son répertoire, Touche pas à mon pote. Rien à voir avec Cyril Hanouna. La musique de Gilberto Gil est une célébration de la diversité culturelle du Brésil et du monde entier. Son répertoire est riche en expérimentation, allant de la musique acoustique traditionnelle à des expériences plus électriques et électroniques. Il a exploré une variété de genres musicaux, du reggae au rock, du samba au pop, tout en restant fidèle à ses racines brésiliennes. L'héritage musical de Gilberto Gil est profondément enraciné dans la culture brésilienne. Cette chanson, Toda Menina Baiana et Expresso 2222, désolé, je ne sais pas le dire en brésilien, continue de résonner avec les auditeurs du monde entier. Sa musique capture l'esprit festif du Brésil tout en abordant des questions de justice sociale, d'amour et d'identité. En 2022, il sort un album, M Casa Como Gil, un album sur lequel il décide de reprendre tous ses meilleurs titres avec sa famille, avec laquelle il va se produire et va partir en tournée depuis 2021 et la fin de la pandémie. D'ailleurs, si jamais vous avez oublié, ce grand monsieur passe à la Philharmonie de Paris ce mercredi. Sauf que, il y a déjà plus de place, malheureusement. Vous savez, moi, j'ai vu ce grand musicien à Montreux cette année, quand j'avais décidé de faire une petite tournée au festival de jazz. Bref, si vous voulez le voir à la Philharmonie, j'ai une autre solution à vous proposer. Vous pouvez vous abonner à Quest TV, c'est pas super cher, c'est 5 € par mois, et vous pouvez regarder le concert en live depuis chez vous et vous ambiancer. Finalement, Gilberto Gil, c'est un trésor musical brésilien, un artiste complet dont la musique et l'activisme continueront d'influencer les générations futures. Sa carrière illustre la puissance de la musique en tant que force culturelle et politique. En célébrant la diversité et en plaidant pour un monde meilleur, il incarne l'esprit de la musique tropicale, une force vivante qui fait vibrer les cœurs et inspire les âmes. Gilberto Gil est bien plus qu'un musicien. Il est un ambassadeur culturel, un défenseur des droits de l'homme et un héros de la musique brésilienne. Alors, pour vous préparer à ce live mercredi, vous allez tout de suite écouter Andar com Fé. On écoute ça maintenant. Essa é bela. Filha, minha filha. Ai, Belinha. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
isso, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma A falhar. fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma Costuma falhar. fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma Costuma falhar. fé não costuma Andar falhar. com fé eu vou, que a fé não costuma A falhar. fé não costuma falhar. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Merci. Et je vais demander à Nathan de revenir au micro. Et je sais qu'il va nous dire le nom du chanteur qu'il a si bien dit tout à l'heure. Gilberto Gil. Ouais. Merci, c'était sympa. Excellent morceau. Nous allons maintenant passer à Valérie Beau, qui a des milliers de kilomètres de chez nous, mais ça appartient aussi à la France, Nouméa. Voilà. Justement, j'aurais réclamé C'était la question à la con. mais elle était là. Eh bien, félicitations, Brahim, je ne Voilà. sais pas quoi répondre. Mais tu peux dire, pour que les auditrices et auditeurs comprennent pourquoi cette question. Parce que Pardon. tu disais donc... pendant- Ah oui, La parce question qui te que manquait. voilà, Brahim avait l'habitude de poser une question qu'on avait surnommée la question à la con. Il avait arrêté de le faire ces derniers temps et je suis ravi que ça recommence parce que voilà, c'est une occasion de débat, c'est aussi la possibilité de mettre mal à l'aise quelqu'un qui d'ordinaire, en l'occurrence moi, est plutôt à l'aise devant le micro. Exactement. Et exactement. voilà, donc bravo Brahim. Valérie Beau donc, nous embarque, comme je vous disais tout à l'heure, dans un voyage à Nouméa, à la rencontre d'un artiste queer. Écoutez bien. Bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Alors, de l'hémisphère sud, j'ai toujours cet immense bonheur d'être en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Alors, il se passe plein de choses ici. Hier, j'étais à l'Université de Nouvelle-Calédonie et il y avait un atelier sur le sujet de rendre visibles dans les musées et à travers le monde les cultures queer. Et là, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré Fabien sous son nom d'artiste Art by Fab. Bonjour Fabien, tu es avec moi pour Homo Micro. Bonjour, bonjour. Voilà, donc je t'ai proposé aujourd'hui que l'on se retrouve et avec vous. Est-ce que tu peux te présenter? Quel artiste es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis un artiste queer et bien engagé. Je fais principalement de la gravure et des illustrations gays avec des couples qui s'enlacent, qui se font des petits bisous. Alors, tu as expliqué hier, parce que tu es intervenu et ça m'a interpellée, que c'était pas toujours facile d'exposer. Alors, à Paris, peut-être plus facile, parce que tu es connu à l'extérieur du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, c'est très difficile d'être actif ici en tant qu'artiste gay. J'ai démarché beaucoup de galeries où j'ai présenté mon travail, où on m'a dit que les exécutions étaient très, très sympathiques, mais qu'on ne me prendrait pas dans la galerie parce que ça ne correspondrait peut-être pas aux clients du territoire. Bon, eh bien, là, c'est sûr qu'on a discuté avant de se voir et je te disais que je ressentais le territoire pas agressif envers nous. LGBT, tu confirmes, on peut vivre gay sa vie sans
se sentir en danger en Nouvelle-Calédonie ou parfois, effectivement, c'est pas toujours facile. Qu'en penses-tu ? Alors effectivement, en Nouvelle-Calédonie, les gens sont très ouverts. J'ai personnellement jamais subi d'agression homophobe ou de regards malaisants par rapport à ça. Il y a dans le Pacifique quelque chose qui est quand même très accepté avec les Océaniens, notamment les Tahitiens et les Wallisiens, qui sont très féminés et avec leur famille, ça se passe très très bien. Du coup, j'ai jamais moi senti de climat hostile de la part des gens. Donc en fait, voilà, donc tu fais écho du ressenti, quelqu'un qui arrive comme moi du jour au lendemain, j'ai senti quelque chose de plutôt paisible, mais effectivement pour s'y épanouir et le mettre en visibilité, c'est encore une autre histoire. Effectivement, c'est un peu plus dur parce que je pense qu'il y a une sorte de tabou sur le fait de montrer deux hommes qui s'embrassent ou qui s'enlacent, alors que bizarrement, ce serait peut-être deux personnages féminins, ça poserait peut-être moins de problème. Eh bien, écoute, voilà, je te remercie beaucoup pour nos échanges. Mais on va quand même continuer à se parler. Il faut qu'on parle de toi. Comment on peut voir ton travail sur les personnes, nos auditrices et auditeurs, comment peuvent voir ton beau travail graphique? Alors, je suis sur les réseaux sociaux forcément parce que j'ai dû m'y mettre. Donc j'ai Instagram, Facebook, Twitter et puis plein d'autres applications aussi de partage d'images. Mon nom c'est sur Art by Fab et je fais de temps en temps des expos sur Paris et puis j'espère normalement faire une l'année prochaine sur des couples. Alors tu peux compter vraiment, je sais que vous êtes tous d'accord pour que Fabien soit notre invité lorsqu'il sera avec nous en France. Est-ce que donc pour retrouver, c'est Art by Fab, A-R-T B-Y F-A-B. Et je t'ai posé des questions aussi. Tu as fait partie de publications. Hein, on peut te retrouver sur des livres, c'est ça hein? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'on doit trouver au mot à la bouche, certainement? Exactement. Alors je participe tous les ans, presque depuis une dizaine d'années maintenant, au fanzine qui s'appelle Dokun, qui se trouve au mot à la bouche. On est plusieurs artistes queer, donc il y a des artistes belges, il y a des artistes français, même parfois internationaux, qui interviennent dans ce fanzine. On a tous une petite histoire qu'on raconte à notre sauce. Et aussi une publication dans Bogos Magazine, tenue par David Foissard, qui met en avant les couples LGBT. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, on te remercie tous. On se dit à très vite. Je reste encore quelques jours sur ce beau territoire et je vais encore avoir de belles choses à vous raconter. Et ensuite, je vais continuer un petit voyage et c'est pareil, je vous donnerai des nouvelles. Il faut quand même garder un peu de surprise. À très vite. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et sans tarder, on enchaîne avec Culturez-vous, Jean-François Kérizic. Et oui, je vais vous emmener tout de suite à la Fondation Vuitton qui est habituée aux belles rétrospectives, des rétrospectives phares. Et cette saison 2023-2024, c'est le peintre américain Mark Roscoe qui est né en 1903 et mort en 1970 et qui est classé parmi les expressionnistes abstraits qui fera l'objet d'une rétrospective. Ce peintre est d'origine russe, il occupe une place à part au sein de l'école dite new-yorkaise. Il invente au fur et à mesure une façon contemplative de peindre qui deviendra l'essentiel de sa production, appelée la color-field painting. Ce sont des toiles qui possèdent des rectangles, qui se superposent d'ailleurs ou pas, de couleurs rouge, brun, orange, rose, mais aussi jaune, orangé. C'est un imaginaire de couleurs et d'énergie qui aspire le visiteur. C'est quand même quelqu'un qui est très important dans le monde de la peinture moderne et qu'il faut absolument visiter lors de cette exposition. C'est de l'émotion picturale pure, dense, belle, un travail artistique qui va des années 30 à la fin des années 60. Mais l'élan créateur se brise sur le mur de la maladie à la fin des années 60 et Mark Roscoe finit par se donner la mort en 1970. Il n'est pas de génie sans drame, dit-on, mais je ne sais pas si ça a un lien avec lui. Mais en tout cas, je pense que ça peut s'appliquer largement à Mark Roscoe. Il a
peint environ, recensé une 150aine de toiles, 115 sont exposées à la Fondation Vuitton. Il s'intéressait aussi à la musique et à la philosophie, c'était quelqu'un d'assez complet. Donc vous pouvez courir à la Fondation Vuitton, parce qu'on parlait de la Philharmonie tout à l'heure. C'est pas forcément très loin non plus, à vol d'oiseau. Donc pour admirer cette rétrospective exceptionnelle, la mise en espace y est toujours bien faite, le lieu est magnifique, je vous le conseille. Et les commissaires d'expo sont Suzanne Paget, je les cite parce que ça vaut vraiment la peine, c'est un énorme boulot, et Christopher Roscoe, le fils du peintre lui-même. Donc je pense qu'on peut, au niveau de l'héritage, on peut être sûr que c'est quelque chose de vraiment bien fait. Et puis je voulais aussi préciser qu'en marge de cette exposition, la Fondation propose des déambulations musicales inspirées de l'œuvre de Marc Roscoe. Et c'est Max Richter, le compositeur allemand, qui a déjà revisité les 4 saisons, entre autres, qui sera à l'œuvre dans cette déambulation nocturne, je crois. C'est pas en journée, c'est en nocturne. Voilà, et il y a aussi un concert qui sera donné par ce même Max Richter, mais c'est déjà complet. Voilà, et l'exposition, et oui, oh, c'est bien ça. Et l'exposition a lieu du 18 octobre, donc elle a déjà commencé, jusqu'au 2 avril 2024. Vous avez le temps, mais pressez-vous quand même, parce que ça passe vachement vite. Il n'y a pas moyen d'avoir une petite place ou deux pour Max Richter? Oui, pour l'équipe, non? On peut négocier avec la Fondation, mais... Alors, les déambulations, il reste des places. C'est les concerts live qui sont complets. Nous allons maintenant passer à la littérature, au livre, pour le dernier roman de Patrick Modiano. Patrick Modiano, on ne présente plus Patrick Modiano, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2014, ce qui n'est pas rien quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de Français. Il y a eu Annie Ernaux récemment, mais l'un des plus récents, c'était quand même Patrick Modiano. Il sort cette année son nouveau roman qui s'appelle La Danseuse, et on l'aura compris, c'est une histoire douce, belle et nostalgique comme il se doit. Un hommage à la grâce et l'élégance des danseuses. L'histoire, c'est assez simple, c'est le portrait d'une danseuse qui chaque matin se rend dans les bâtiments vétustes du studio Wacker, qui a réellement existé, situé place de Clichy, pour prendre des cours de danse avec Boris Kniazev, qui lui est fictif, qui est un professeur de danse russe et renommé. Ce qui intéresse Modiano dans ce texte n'est pas de faire corps avec son héroïne, c'est de faire corps, c'est moi qui sais plus lire, avec son héroïne, de décrire le milieu de la danse et l'univers des studios qui étaient à l'époque, dans les années 50-60, assez nombreux en France. Il y a une nostalgie très intemporelle dans ce roman, un univers assez particulier, très onirique, très beau, très fluide. C'est toujours compliqué de pitcher un roman de Patrick Modiano parce que, en fait, son œuvre totale, son œuvre intégrale, fait en fait un seul et même roman. Ça fait 50 ans que ça dure et celui-ci n'échappe pas à la règle. L'histoire est impalpable, les mots forment une forme de vie qui finalement souvent la nôtre en fait. C'est beau, c'est noble, c'est éthéré. On sort de cette lecture comme en apesanteur. On est un petit peu dans un mode un peu différent. C'est un peu une respiration et un pas de deux pour faire une analogie avec la danse. Voilà, La Danseuse de Patrick Modiano, c'est aux éditions Gallimard. S'il fallait opter pour l'expo ou le roman, tu dirais quoi, Nicolas? Les deux? Oui, bien évidemment, les deux ont l'air très intéressants. J'ai peut-être moins d'affinité avec la danseuse et la thématique du roman de Modiano, mais bon, enfin c'est pas comparable, c'est deux choses très différentes en fait. Donc, je comprends pas, Nicolas, parce que je te saoule avec la danse du matin au soir dans cette émission et t'as toujours. Eh ben, je hoche de la tête. Je hoche de la tête poliment. Voilà. Tu branles du chef, quoi. Non, mais alors, écoute. Avec plaisir plus tard, mais là maintenant, non, quand même, on est en direct, heureusement. Cela dit, on n'est pas filmé. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ça viendra peut-être. Samuel, qui a la tête et un physique d'un danseur. Moi, je suis moins passionné par la danse parmi les sports que je regarde, mais je dirais qu'il faut aller acheter le livre en allant à l'exposition. Ah oui, pas mal ça. Et c'est un vrai journaliste. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc on peut faire les deux, bien sûr. Non, on peut faire les deux. Il suffit, ça dépend où vous habitez, mais vu le temps de transport qu'on a à Paris, on peut tout à fait lire le Modiano, tout en arrivant à la Fondation Vuitton, en se faisant l'expo et en finissant le livre, qui est quand même assez court. Sur le trajet de retour. Cela dit, le fait de lire Modiano, ça peut permettre, contrairement à tous les politiques qui étaient interrogés sur l'œuvre de Modiano au moment où il a eu le prix Nobel, de pouvoir répondre quelque chose. Oui. Et de ne pas le féliciter sans l'avoir lu. Et de ne pas tomber dans comme disait Frédéric Lefebvre, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Roman de Zadig et Voltaire. ça peut éviter ça, effectivement. Exactement. Ouais. Nathan, qu'est-ce qu'il nous propose, Nathan?
Non, en fait, je disais juste tout simplement que concernant le concert, malheureusement, on n'a pas dealé les choses avec Quest TV, donc on pourra pas avoir des places si vous voulez. Comptez un peu sur toi quand même. Je te faisais un appel du pied là pour qu'on puisse avoir des places. Là, on n'est pas nombreux ce soir. Je sais, en plus j'ai vu, mais bon, c'est dommage parce que voilà, je vais en parler. Vous savez quoi, je vais en parler. On aura peut-être les droits de diffusion d'ici peu. Honnêtement, je sens que ça va plutôt bien se passer parce qu'en plus on est pas mal au niveau du classique ces derniers temps. On a pas mal de concerts aussi qui vont arriver. Donc voilà, on commence à avoir plus en plus de programmation classique aussi en plus sur la boîte. Et je trouve que ça fait beaucoup plaisir étant donné qu'il y a pas mal de bons concerts qui vont arriver, notamment du Strauss et du Berlioz. Donc honnêtement, restez à l'affût. Sauf que là, c'est des compositions de Max Richter. C'est-à-dire que c'est électro-classique comme il sait faire. Hein. Voilà. Et on peut conseiller le roman, on peut proposer donc aux auditrices et auditeurs d'aller acheter le roman, de le commander au mot à la bouche ou chez Violet & Co. Absolument, mais c'est même que là qu'il faut l'acheter parce qu'il faut faire tourner toutes les librairies, les vraies librairies qui confinent à l'artisanat. Et, absolument, oui. Ouais. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller l'acheter et le chercher, Nicolas, il est là pour rendre service et il peut faire le tour des appartements et des maisons, Nicolas. Voilà. Pour Brahim sauver les librairies. Brahim est en train de parler à son public du 3e âge dont il ne veut pas s'occuper. Bien. C'est vrai. C'est ça. Merci Jean-François. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Anatole, retour à la musique. Alors ce soir, dans la chronique Electrochoc, nous allons parler de l'artiste électro et DJ trans Lotic. De son vrai nom, J.K. Rain Morgan, Lotic est une artiste transgenre de musique électronique originaire des États-Unis, née le 11 juillet 1988 à Houston, au Texas. Lotic a commencé sa carrière musicale en tant que DJ et productrice à Berlin, en Allemagne, où elle s'est installée et y a joué un rôle central dans la scène underground queer. Une scène qu'il a vu grandir, mais qu'elle n'a pas aussi hésité à critiquer, remarquant un manque d'équité entre hommes et femmes. Elle a rapidement acquis une réputation pour ses performances énergiques et sa musique avant-gardiste, qui mélange des éléments de musique électronique, expérimentale, de musique club, de R&B et même un peu de musique classique. Elle est reconnue pour sa vision artistique audacieuse et la présence très forte de son engagement militant. Sa musique est transgressive et explore les notions de genre, de race et de sexualité de manière très abrasive et profondément émotionnelle. L'une de ses premières sorties notables est son EP Hétéro etc. en 2015, qui a attiré l'attention de la critique et du public. En 2018, elle a sorti son premier album studio, Power, qui a été acclamé pour sa fusion de sons puissants et de thèmes personnels. En somme, Lotic est une artiste de musique électronique absolument innovante et visionnaire, dont la musique transcende les genres et les normes conventionnelles. Parfois calme et éthérée, parfois dissonante et déconstruite, parfois composée et symphonique, et en tant qu'artiste transgenre, elle joue un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion et de la visibilité des personnes LGBT dans l'industrie musicale. Sa carrière et sa musique reflètent son engagement en faveur de l'authenticité, de la diversité et de l'expression personnelle. Donc, je vous propose de découvrir cet artiste engagé avec le morceau Suspension tiré de l'album Hétéro etc.
Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. La musique, vous aimez? Très bien. Ah bah oui. S'il fallait nous dire quel morceau tu écoutes en règle générale, Jean-François, quand tu es chez toi pour te détendre? Eh ben moi, c'est assez cyclique. En ce moment, je suis en train de refaire toute l'école soul de l'écurie Stax avec Isaac Hayes en tête. Et c'est là qu'on se rend compte que quand même ce compositeur était vraiment une pure merveille. Mais c'est très soyeux, c'est bien pour faire du sport, c'est bien pour méditer, c'est bien pour écrire des chroniques. La preuve, Nicolas aussi s'en sert et ses chroniques sont magnifiques. Nicolas, côté musique? Oh bah Maréchal, nous voilà, hein, ça n'a pas changé depuis... Non, mais je suis très éclectique. Moi, là, ce matin, en partant au boulot, j'ai écouté la bande originale du film Cloud Atlas, que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça peut aller de ça à plein d'autres choses. Ce matin, j'ai eu La Toccata et Fugue et Cloud Atlas. Voilà. Samuel, le plus jeune, il va peut-être nous faire découvrir autre chose. Non. Non, c'est pas de mon âge. Non, je dirais Dinos, Rive Droite. C'est un rappeur qui est assez engagé aussi pour la cause LGBT depuis très peu. Rappeur, qui a fait rappeur homophobe? Non, au contraire. Non. Mais il a fait clairement une chanson pour dire qu'il l'avait été et que maintenant il ne l'est plus et qu'il avait compris le combat aujourd'hui envers les LGBT. Bien. Vous connaissiez ce rappeur, Nathan et Anatole? Oui, moi je connais très bien, effectivement, Dinos. Mais j'écoute pas ça super souvent non plus. Donc voilà. Ouais. Dinos, il a fait un album qui s'appelle Au cœur de l'hiver ou l'hiver. Exactement, c'est ça. Qui est très très beau, c'est vrai. C'est celui-là. Alors Samuel, tu rejoins l'équipe d'Homo Micro, la grande famille d'Homo Micro. On a l'impression qu'il est toujours avec nous quelque part. Déjà, le premier contact avec le micro, donc jusqu'à maintenant, 10 sur 10, on peut dire. On est carrément 10 sur 10. 10 sur 10. Alors Samuel, aujourd'hui, tu viens nous parler de l'homophobie dans le football, qui a été de nouveau au centre des débats récemment, donc il y a quelques semaines. Voilà, il y a 3 semaines. Voilà, mais c'est bien d'y revenir. En plus, tu fais ta première chronique, c'est bien de parler de ce sujet. C'était donc le 25 septembre dernier, pour vous resituer les faits, en marge du classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, remporté 4-0 au Parc des Princes par les Parisiens. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont célébré ce succès avec leurs supporters présents au stade. Ils sont donc restés sur la pelouse après la rencontre pour chanter avec les ultras de la tribune Auteuil. Et bien que ce soit récurrent et malheureux, certains chants de supporters sont homophobes et ont même été repris par quelques joueurs. Alors justement, comment le monde du football a réagi à cette histoire, Samuel? Alors déjà, c'est intéressant de noter qu'il y a eu une réaction du monde du football, ce qui n'aurait pas été forcément le cas il y a quelques années. Mais il y a aussi eu une réaction du monde politique. La Ligue de football professionnel a immédiatement pris en charge l'affaire, à l'instar de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les 4 joueurs ont été sanctionnés d'1 match avec sursis. C'est pas une grande sanction, on va pas se le cacher, mais c'est quand même une sanction qui existe. Et donc la tribune Auteuil, elle, était fermée pour une rencontre. Et on va dire que c'est pas la première fois que l'homophobie frappe le monde du football. Non, pas du tout. Outre les chants homophobes qui avaient d'ailleurs déjà été au centre des débats il y a de ça 2 ans à peu près, lorsque les matchs étaient arrêtés dès qu'un chant de ce type était entonné par les supporters, d'autres faits homophobes sont à signaler. En effet, depuis quelques années maintenant, une campagne contre l'homophobie est effectuée par la Ligue de football professionnel. Entre autres, elle a décidé de floquer les maillots aux couleurs du drapeau LGBT+, mais certains joueurs ont refusé de jouer avec et n'ont pas participé au match ayant eu lieu ce week-end-là. Malgré ce problème d'homophobie dans le football, est-ce qu'il existe encore des joueurs de football professionnels ayant fait leur coming out? Alors oui, il en existe. Ils sont pas nombreux, je ne vous le cache pas, mais il y a quand même quelques joueurs qui l'ont fait. Alors il y a Olivier Rouillet, par exemple, qui l'avait déclaré une fois sa carrière finie, mais d'autres sont pionniers en la matière. Le premier joueur à l'avoir fait, c'est Justin Fachanou, un joueur britannique l'ayant déclaré en 1990. Sinon, récemment, on a l'international tchèque Jakub Jankto, le britannique Jack Daniels et l'australien Josh Cavallo, qui ont aussi révélé leur homosexualité. Ça reste malgré tout un sujet très tabou dans le reportage de France Télévisions. Footballeurs et homo au cœur du tabou, on apprenait que plusieurs joueurs de Ligue 1 étaient homosexuels, mais refusaient de dévoiler leur identité. Et alors, encore une fois, avec tous les noms que tu viens de citer, ça reste quand même des anciens. Alors qu'on est quand même aujourd'hui... Il y a quand même, parmi les joueurs que j'ai cités, il y en a qui sont actuels. Jakub Jankto, par exemple, qui est international tchèque, c'est récent, c'est fait 6 mois, je crois, à peu près, qu'il a dévoilé son homosexualité. Et ça a d'ailleurs été bien reçu dans le monde du football. Je veux dire, il n'y a pas eu particulièrement d'attaque à son encontre. Donc ça aurait pu être un premier pas, mais finalement, il n'y en a pas eu depuis.
Dans d'autres sports, il y a des exemples, si tu peux nous les citer encore une fois, des Alors, gens qui ont pratiqué dans le domaine du tennis. Dans le tennis, il y a Martina Navratilova, évidemment, Daria Kasatkina, qui est une joueuse actuelle, qui est donc maintenant connue au-delà de son talent pour le de tennis woman pour ça, et Amélie Mauresmo, évidemment. Dans le basket, on a Jason Collins et Céline Dumerc qui avaient aussi dévoilé leur homosexualité. Ça reste un peu timide dans le domaine du football, encore une fois. On aimerait avoir des noms de jeunes qui pratiquent actuellement. Ça reste assez difficile. Je ne sais pas si on peut un peu, en faisant circuler la parole, d'après vous, à quoi c'est dû? Parce qu'il y a plein de mots partout aussi qui évoluent en club professionnel. En avril prochain, je vais faire une intervention dans le club de Toulouse. J'ai été invité du fait que je suis auteur du livre Un homo dans la cité pour parler de foot et d'homophobie dans le foot. Ils m'ont invité parce que justement, en fin de saison dernière, lorsque les joueurs professionnels devaient porter les couleurs arc-en-ciel, 2 joueurs de Toulouse d'origine marocaine qui venaient de s'installer en France, qui ont été donc recrutés venant du Maroc, ont refusé tout ça. Donc il va y avoir tout un débat au sein de la fondation de football de Toulouse et les jeunes du centre de formation et aussi les professionnels. Ça reste un vrai problème. Les joueurs qui osent dire non, finalement on n'a pas envie de le porter, et ceux qui sont un peu timides pour dire qu'ils sont tout simplement homo et gays. D'après vous, c'est quoi? C'est lié à quoi? C'est encore les rapports avec l'argent, le fait qu'on s'annonce, non, pas Je forcément. sais pas. En fait, ce qui est surtout compliqué, c'est qu'on a le sentiment qu'avec le foot, c'est un bastion imprenable. C'est-à-dire qu'on est dans un univers d'une grande virilité. En tout cas, c'est vendu comme tel. Ça peut être extrêmement violent. Il y a une espèce d'énergie très testostéronisée. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, voilà. Tout ça est très viril. Donc, il est hors de question qu'il y ait une bande de tapettes, d'un coup, qui se mettent à faire ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être effectivement des enjeux financiers, peut-être qu'ils vont perdre un public si ça devient, si chacun y va de son petit coming out. J'en sais absolument rien. Ça pose, je pense, moins de problèmes dans d'autres sports, peut-être moins dans lesquels il y a moins d'argent. J'ai pas d'explication rationnelle. En plus, je suis pas un connaisseur de foot, loin de là, mais on entend quand même beaucoup parler. On se pose vraiment la question. Il y a une espèce de tragédie derrière tout ça. C'est à se demander aussi si les joueurs qui ont l'intention de faire leur coming out n'ont pas une pression sur les épaules en se disant si tu fais ça, tu joues plus là. C'est une espèce de cuisine interne. Enfin, j'en sais rien, mais ça pue un peu quand même. C'est encore le problème, tu penses, aujourd'hui, Nicolas? Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut inverser les choses. Il y a 30, 40 ans, il y avait plein de chanteurs, par exemple, qui étaient gays et qui le cachaient parce qu'il fallait alimenter un public de midinettes, adolescentes, etc. Et donc, il fallait laisser supposer que l'artiste était accessible à une relation fantasmée ou quelque chose comme ça. Et il y a sans doute aussi beaucoup de ça dans le relationnel que les joueurs, que les sportifs et les sportives ont vis-à-vis de leur public. Alors effectivement, dans certains sports, peut-être moins regardés, moins sociaux, parce que le foot est quand même un sport très social. Il y a plein de trucs derrière. Il y avait un excellent reportage qui était passé il n'y a pas longtemps sur les ultras à Lyon et qui montrait à quel point les groupes d'ultras et le foot était un ciment social dans des populations plutôt désœuvrées, plutôt abandonnées, etc. Et donc, pourquoi je disais qu'il fallait retourner? Parce qu'au contraire, il ne s'agit pas de dire « nous allons les perdre ». Il faut être cynique. En fait, ils ne vont pas les perdre parce qu'il n'y a que ça. Donc, il faut se servir de cette voix et de cette parole pour dire « regardez, cher public, regardez comment on bouge, comment on évolue ». Et le problème vient aussi du fait que l'homophobie qui touche les supporters, dont sont coupables les supporters, peuvent avoir une pression terrible sur les joueurs en étant sifflés dans son propre stade, ce genre de choses. Et je pense que c'est là qu'intervient la difficile bascule. Et effectivement, tout se tient, c'est-à-dire que les personnes ne bougent parce qu'en fait, le premier qui bouge, il se fait sabrer à la gueule. Quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi une toute petite chose, c'est que ça rejoint ce que tu disais par rapport surtout aux chanteurs français de variété d'une certaine époque. Il y a un sociologue, je ne sais plus qui, disait que le problème, c'est comme ce sont des succès de masse en France, la masse
masse, le populaire doit être normé. Donc ce qui est normé, c'est hétérosexuel, c'est blanc, c'est tout ça. Faut rien toucher. Voilà, c'est dramatique. Je veux quand même juste te dire que pour Dave, on savait qu'il n'était pas hétérosexuel. Oui, mais son copain était caché. Ça se voyait. Non, mais bien sûr, mais je plaisante. Voilà, il y avait. Si Dave, une petite pensée pour toi, si tu veux venir à l'émission, ça sera avec grand plaisir. On peut tenter, moi ça me ferait très plaisir parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui a quand même fait des études de philo et qui a un jour parlé, je fais une petite parenthèse, mais de la fin de vie. Il a été confronté à ça pour sa mère, il avait vraiment des propos qui étaient très bons, on peut l'inviter s'il nous écoute. Voilà. Il est le bienvenu. Nathan ? Oui, alors, en fait, ce que je comptais dire d'ailleurs au passage, concernant, on va dire, plusieurs choses. Déjà, effectivement, au niveau de l'homophobie, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit, que ce soit d'ailleurs dans pas mal de domaines, hein, que ce soit effectivement dans les arts, que ce soit dans la musique, que ce soit aussi dans les sports, s'exprimer reste toujours très difficile. Il y a plusieurs choses. Le sport notamment, parce que la plupart des grandes instances déjà, quand on regarde les grands clubs, sont régis par notamment des gros partenariats qui empêchent les joueurs, on va dire, de s'exprimer. Le Paris Saint-Germain est financé majoritairement par le Qatar. Le Qatar est, on va dire, non homophobe. Effectivement, Nicolas, c'est vraiment très drôle parce qu'il se vautre la gueule toutes les années en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est très très drôle. Voilà. Toujours la plus grande risée en France. Les supporters marseillais adorent ça. Moi, un peu moins forcément parce que c'est chiant pour l'indice UEFA. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que dans d'autres domaines, on va aller plus loin au niveau de la musique. Et je pense, vous avez dit oui, Jean-François disait justement, c'est parce que c'était pour plaire justement à tout type de public et pour qu'il y ait un maximum d'alimentation. C'est vrai, actuellement, je pense que le domaine justement de la musique, actuellement, il y a une particularité, moi je dirais même un genre qui est tellement touché par ce domaine, qui n'est même pas prêt de changer, tellement elle est normée la société, c'est la K-pop. C'est exactement ce qui se passe actuellement en K-pop pour plusieurs raisons. Déjà, les groupes de filles ou de garçons sont obligés de correspondre déjà à des normes mais ultra strictes en Corée. Oui, il faut savoir que littéralement les filles sont quasiment mais à fleur de peau, à nu. On voit littéralement leurs os. C'est horrible à voir effectivement pour qu'elles puissent répondre à un idéalisme de beauté coréen. Il faut savoir que les filles aussi sont notées en fonction de leur visuel et de leur beauté, de leur visage aussi en plus. C'est horrible, c'est pire que du machisme. Et il faut savoir que littéralement la société coréenne est littéralement dirigé par des hommes. C'est le pire exemple de machisme qui existe au monde, et même en général dans les sociétés asiatiques. Il faut savoir qu'après 35 ans, il y a certaines femmes littéralement qui sont obligées au fait d'arrêter leur carrière pour pouvoir se consacrer à leurs enfants, et donc littéralement devenir mère au foyer, ou tout simplement éducatrice, et donc au fait couveuse, ce qui est juste horrible, parce que du coup, il y a des femmes qui justement, il y a un très bon reportage sur Arte si vous voulez regarder ça, qui justement traite de ce cas, des femmes qui ont refusé d'avoir une carrière, d'arrêter leur carrière professionnelle et de décider dans ce cas-là de faire un don d'ovaire, mais de justement continuer leur carrière professionnelle, ce que les Coréens d'ailleurs jugent horrible. C'est pour ça que j'arrête là. Merci d'avoir souligné donc ce passage, Nathan. Et effectivement, pour terminer avec le Qatar, moi qui à un moment donné donc a entraîné l'équipe de football, le Paris Foot Gay. Avant l'arrivée du Qatar, on avait un partenariat avec le Paris Saint-Germain. En fin de saison, on nous permettait sur une journée d'organiser le tournoi de la tolérance. Et au moment où les Qataris sont arrivés, eh bien finalement, il n'y avait plus ce partenariat, malheureusement. Mais en tout cas, quelle surprise. Les bras m'en tombent. Quelle surprise. Là, par contre, merci en tout cas pour cette chronique. Plaisir. Samuel, on peut aussi dire que Rouge Direct, qui lutte beaucoup dans ce domaine-là et qui montre du doigt à chaque fois que les choses ne vont pas dans le domaine de l'homophobie au niveau du football, et aussi le club, les Panam Boys et les Arc-en-Ciel, et j'en oublie beaucoup en France, qui font tout un travail de lutte contre l'homophobie. Merci à eux. Et la prochaine chronique de Samuel, ça va être justement d'aller faire une chronique pour outer tous les footballeurs français qui sont gays et qui n'osent pas le dire, n'est-ce pas ? Alors oui, mais il va falloir une année à peu près pour l'écrire. Hein, mais... Merci. De toute façon, on n'a pas le droit de le faire, bien sûr, vous le savez. Non, absolument pas. Oui, d'ailleurs, Merci. On va citer un nom déjà en teasing. Ah tiens, oui, j'en ai des noms. Hein. J'en ai des noms. En tout cas, je ne le dirai pas. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Samuel pour cette première. Hein. Bienvenue parmi nous. À bientôt, Nicolas. À bientôt, Brahim.
À très vite, Jean-François. À très vite, j'ai appris par Nicolas tout à l'heure qu'on remplaçait Léa Salamé samedi, donc bon. Léa Salamé, mais qui est Léa Salamé? On t'expliquera. Vous me direz, d'accord. Mais je note par contre que moi c'est à bientôt et Jean-François c'est à très vite. Ah pardon, alors... On est quand même sur un traitement un peu différentiel. Hein, mais moi j'ai re-signé mon contrat récemment, pas toi. Pas moi, oui. C'est vrai que... ça change. Nicolas, à très vite. Jean-François, à l'année prochaine parce que tu pars en vacances. Au revoir Samuel. Au revoir, à bientôt. Salut les garçons en réalisation et à très vite en podcast. Alors, qui va monter l'émission? Et c'est bien sûr Anatole. On vous embrasse, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao. À très vite. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.